Les Comores, c'est un archipel de 4 îles situé à l'entrée nord du canal de Mozambique, composé de 4 îles, Mayotte, Anjouan, la Grande Comore qu'on appelle Ngazidja et Moïse. Ces îles, dans leur histoire, ils ont rencontré la France à partir de 1841. Mais je le dis et je le répète et je le dirai toujours. L'histoire de cet archipel ne commence pas en 1841. Ce n'est pas l'avènement de la France dans l'océan Indien qui constitue le début de l'histoire des Comores. Ces îles ont connu une histoire et la France est venue, et la présence française d'ailleurs, ou son introduction à Mayotte avant de toucher les autres îles, constitue un obstacle qui a mis fin à un processus de réunification de ces îles qui a été lancé bien avant l'avènement des Comores, l'avènement de la France. Pourquoi je dis cela? Parce que le plus souvent, on entend et on le regrette et on le dit parce que nous avons le courage de le dire. Nous accordons notre disponibilité à tous les historiens de France ou de Navarre, à tous les intellectuels qui veulent débattre sur ce sujet. En tant qu'intellectuels, nous sommes disposés à échanger. Souvent, on voit des tables rondes organisées, que ce soit à l'Assemblée nationale, avec des invités de convenance. On invite souvent ceux qui sont d'accord avec la position officielle de l'État français, mais on n'invite pas des intellectuels pour venir débattre autour d'un sujet qui anime quand même la relation entre la France et les Comores depuis 49 ans. Si on a un différend diplomatique qui oppose les Comores et la France au sujet de l'occupation illégale de Mayotte, c'est l'expression consacrée, je le répète, c'est l'île comorienne de Mayotte qui est occupée illégalement. Cette expression ou ce vocable n'est pas une invention comorienne, c'est le droit international qui le dit, parce que c'est la résolution 3385 des Nations Unies qui le dit. Donc, j'ai voulu clarifier cet élément, parce que souvent certaines personnes nous disent « Oui, mais les Comoriens n'ont jamais été ensemble avant l'avènement de la France, et c'est la France qui les a unis. » C'est faux. C'est faux pourquoi? Et je voudrais nuancer. Le plus souvent, quand on parle de Bismarck en Allemagne, ou quand on parle de Garibaldi, on dit que ce sont des grands unificateurs. Mais quand on parle de Sultan Abdallah d'Anjouan, qui a lancé une expédition pour réunifier l'ensemble des îles sous son autorité, on parle de sultan batailleur. Pourquoi les nôtres, quand ils veulent unir notre pays, on les traite de sultan batailleur, et quand ailleurs, les mêmes ont fait exactement pareil, pour reconstituer la nation, on parle des unificateurs. Deuxième élément, parce que cette conférence, c'est à la fois parler de l'histoire, mais aussi inviter certains à réfléchir sur notre façon de lire l'histoire. Je le dis, je donne un exemple. Le plus souvent, nous avons cette culture qui dit que tout ce que je lis dans un livre est forcément la vérité. Je le répète, le livre n'est que la transcription graphique de la pensée de son auteur. On voit souvent, et même dans les débats, et même dans les archives françaises, on voit souvent certaines choses où certaines choses sont dites alors qu'elles sont fausses. J'en prends pour exemple, pour rafraîchir la mémoire, celles et ceux parmi vous qui ont eu la chance d'écouter la conférence, la table ronde organisée par l'Assemblée nationale française récemment, vous avez entendu parler, le président a dit que la consultation du 22 décembre 1974, c'était une consultation proposée aux Comoriens pour choisir île par île quelle île veut l'indépendance ou quelle île ne l'avait pas. Mais c'est faux et absolument faux. Et en plus, c'est une honte que dans une institution de cette facture, on s'autorise de dire des fadaises de cette nature. Ce n'est pas ça. Donc c'est pour cela qu'on a voulu un peu exposer ces éléments-là et vous dire que on commence au plus récent, c'est que bien avant, on est au XVIe siècle. Je vous invite à aller lire le livre de Alfred Gervais. Lui, il a écrit un livre qui est apparu, qui est publié bien avant que la colonisation française choisit de diviser l'État comorien. Parce que méthodologiquement, quand vous allez lire un livre, je vous donne l'exemple d'un historien aussi français qui s'appelle Jean Martin. Jean Martin, il commet un article avec un autre historien qui s'appelle Pierre Véran, des grands historiens que j'ai lus dans le cadre de ma formation universitaire à Madagascar. En 1900, avant que la France choisit de diviser ou de balkaniser les Comores, ils écrivent en disant que ces îles ont tous eu une histoire commune, malgré qu'il y a eu des sultanats ici et là.
Mais quand on regarde le Chioni, en Anjouan, en Moyélie, à la Grande Comore, c'est la même chose. La structuration sociale, il n'y a que Comore qu'on parle de sultanat et de cette organisation. Nous avons des organisations similaires. Et je le rappelle ici qu'en 1835, c'est-à-dire que la France est venue à Mayotte en 1841. Nous sommes en 1835, 6 ans avant. Le sultan Abdallah II d'Anjouan a lancé une opération militaire à Mayotte pour reconquérir Mayotte et installer Oumar Maslah à Mayotte en tant que gouverneur de Mayotte qui représente l'État d'Anjouan. Ça, vous ne le verrez jamais dans les documents. Le plus souvent, ils disent n'importe quoi. Je vous donne le cas du livre de Jean Martin. Jean Martin, il écrit un livre sur Mayotte, département français. Il met la bibliographie, la chronologie des événements qui ont marqué l'histoire de cet archipel. Mais il y a une date qu'elle a oubliée. Vous imaginez, c'est quelle date? C'est le 12 novembre 1975, c'est-à-dire la date de la reconnaissance de l'État comorien au niveau des Nations Unies. Quand un historien de cette immense facture écrit un ouvrage et il fait avoir oublié le 12 novembre 1975, ça ne s'appelle pas un oubli, ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. C'est pour cela que j'appelle à chaque fois, quand on lit les documents de l'histoire, il faut aussi le lire avec le regard critique. J'ai regardé, avant de venir ici, le journal Le Monde Diplomatique. Ils ont cité des grandes lignes de l'histoire des Comores. Et quand vous regardez dans cette histoire-là, il y a deux dates qui manquent. Le 12 novembre 1975, la reconnaissance de l'État comorien par les Nations Unies. Et aussi, une autre chose, une autre date, c'est 1946. Pourquoi 1946? C'est ça, je vais le dire. Parce que souvent, il y a des gens qui expliquent que les Comoriens, les Mahorais n'ont jamais voulu être Comoriens. Souvent, vous l'avez déjà entendu. Sauf qu'ils oublient que la France est venue en 1841 à Mayotte. Après Mayotte, il a signé des actes de protectorat avec les autres îles. Et en 1912, nous sommes tous devenus des colonies et une dépendance de Mayotte. Et en 1912, l'ensemble de ces îles sont rattachées avec Madagascar. Première injustice qu'on a subie, parce que non seulement que nous avons subi la colonisation, je le dis et je le répète, la colonisation c'est une abomination qu'on ne mérite pas de le vivre. S'il y en a certains qui pensent que la colonisation nous a apporté grand chose, la colonisation c'est une abomination. Aucune nation ne mérite d'être colonisée par qui que ce soit. Il faut que ça soit clair là-dessus. Il n'y a pas un débat. Il n'y a pas un débat à faire. La colonisation nous a apporté ceci. À partir du moment où nos parents ont été humiliés, notre culture est considérée comme du folklore. Tout ce dont nous avons, on essaie de nous expliquer que ce n'est pas ça. Ce n'est pas, on n'a pas adhéré à ça. On nous a colonisés, on nous a humiliés. Et à celles et ceux qui disent non, on n'était pas prêt à prendre l'indépendance, je me demande souvent, il leur en fallait combien de temps pour briser les chaînes de l'abomination et de l'humiliation. Moi, je dis toujours merci à celles et ceux qui ont brisé les chaînes de l'humiliation. Et surtout, il ne faut pas faire la confusion entre la mauvaise gestion qu'a subi l'indépendance et le droit à l'indépendance d'un peuple comme les Comores. Parce que souvent, certaines personnes disent, mais à quoi a servi l'indépendance? Pourquoi vous célébrez l'indépendance? Nous célébrons l'indépendance parce que c'est le jour de la fierté. C'est le jour où nos parents, ou nos aïeux, nos aînés, certains sont ici, ont brisé les chaînes de l'abomination coloniale et de l'insulte et de l'humiliation. Et ils nous ont légué un État avec les clés, avec le choix de choisir quelle orientation voulons-nous donner de notre pays. Si nous avons, ceux qui nous ont gouvernés aux Comores, ont choisi de mettre les Comores dans une voie de garage, c'est leur responsabilité. Les 365 jours de l'année, de 49 ans d'indépendance des Comores, qui se soldent avec le chaos que nous connaissons aujourd'hui, ou avec ces insuffisances que nous déplorons aujourd'hui, n'a rien à voir avec le droit du peuple comorien à être indépendant. C'est deux choses différentes. Et même si cette indépendance, mais ça vous verrez avec mon ami, je viendrai dans le débat après, mais il n'y a pas, tout n'est pas à jeter. Je le rappelle ici juste le sol. Avant 1974, on avait 14 médecins au Comores. De 1900, depuis qu'on a pris l'indépendance, ou dans les années 90, les premiers médecins comoriens, on avait président Cheikh qui était médecin diplômé de l'université de l'école de Beflatanana à Madagascar en 1926, parce que souvent il y a certains qui disent non, Cheikh n'était pas un médecin, il était un infirmier, etc. Non, Cheikh c'était un médecin, il est sorti de l'université de Beflatanana, de l'école de Beflatanana de médecine, promotion 1926, les archives sont là. D'autres médecins comme le docteur Amada de Moïli est sorti de l'université de Montpellier en 1962. C'est le premier médecin comorien formé en France. Et le deuxième médecin, c'est le docteur Anis
alaouianistes de Wani, qui a été formé à l'université de Montpellier. Il va y avoir Dr Bouddha, Dr Turki, etc., etc., etc. Mais ça, on verra pour le débat. Aujourd'hui, ma ville, Awani, a plus de 45 médecins. Vous imaginez, la colonisation, on avait 14 ou 15 avant que la France parte, de 1841 jusqu'à 1974. Et aujourd'hui, nous avons des médecins chez nous. C'est important, mais ça, on verra. Donc, je le rappelle, 1841, la France est venue à Mayotte. La France n'est pas venue à Mayotte parce que les Mahorais voulaient. La France est venue à Mayotte parce que la France a perdu toutes ses possessions coloniales de l'Inde. Et au même moment, la France a perdu, parce que ça c'est le contexte, la France a perdu l'île de Maurice qu'on appelait à l'époque l'île de France. Et lorsqu'elle a perdu l'île de Maurice, la France était obligée de se chercher des îles d'attache dans la zone de l'océan Indien occidental, et particulièrement des îles autour desquelles il ne va pas se retrouver en confrontation avec les Anglais, parce que c'était les Anglais qui sont devenus les maîtres du monde à cette époque-là. Le gouverneur qui a été installé, le gouverneur anglais installé à Maurice, Robert Farquhar, a commencé à tisser de bonnes relations avec le royaume Merna de Ratama, et c'est en ce moment-là que la France a se déporté de l'autre côté de nos îles. Mayotte, puis après, je vous ai dit les autres îles. En 1912, nous sommes rattachés avec Madagascar. Le premier combat politique des Comoriens des 4 îles, Saint-Mohamed et l'ensemble des Comoriens et des enfants des 4 îles, c'était de se battre pour qu'on nous sépare de Madagascar. Parce qu'on n'avait rien à voir avec Madagascar. Nous sommes une nation. La nation comorienne existe avant même que la France vienne dans nos combats. Et le combat de Cheikh, il a gagné en 1946, parce que désormais, vous oubliez, n'oubliez pas que Cheikh a été élu député de la 3e circonscription de Madagascar, c'est-à-dire c'est les Comores. On était devenu une dépendance, un strapotin de Madagascar. Ce qui était une humiliation pour une nation comme celle des Comores. Et en 1946, nous avons obtenu le statut de territoire d'outre-mer des Comores, constitué des 4 îles avec comme capitale Dzaoudi à Mayotte. À celles et ceux qui disent que Mayotte n'a jamais été comorienne, je me demande pourquoi la capitale des Comores était là-bas. Et de 1946 jusqu'aux événements des années 66, lorsqu'on a voté le transfert de la capitale, il n'y a jamais eu une contestation de l'unité des Comores. Pour ce qui est du processus de l'indépendance, je vais juste vous dire quelques dates majeures. Première date, en 1958, l'Assemblée territoriale des Comores, le département d'outre-mer des Comores, a voté, Madame la députée, donc, on a eu, à partir de ce moment, je vais vous dire les grandes dates qui ont marqué l'histoire des Comores vers l'indépendance. Nous avons voté le transfert de la capitale. Et en 1960, puisqu'en 1947, il y a eu les événements de Madagascar, ce qu'on appelle l'insurrection de Madagascar. Mais en 1960, Madagascar a eu son indépendance. Et en 1972, il y a eu les événements politiques de Madagascar, les événements de 72 qui ont renversé Tsiranana et l'avènement du général Ramanantsoa à Madagascar, qui non seulement a révisé les accords militaires avec la France, mais soutenait la position du peuple comorien et sa vocation à l'indépendance. Et à partir de ce moment-là, le processus est lancé. Et en 1972, la Chambre des députés des Comores a voté une loi qui demande au président du gouvernement, du conseil de gouvernement Ahmed Abdallah à cette époque, de rentrer en négociation avec la France pour poser les jalons du processus vers l'indépendance dans l'amitié et la coopération. Les Comoriens n'ont jamais manifesté aucune hostilité vis-à-vis de la France. Ça a toujours été négocier cette indépendance dans l'amitié et la coopération. Et à partir de 1972, les négociations ont commencé. Le 15 juin 1973, on a signé à Paris ce qu'on appelle les accords, la déclaration commune, mais on l'appelle appelé communément également les accords de juin 1973. Donc, le 15 juin 1973, le président du conseil de gouvernement comorien, Ahmed Abdallah Abderrahmane, et Bernard Stasi, qui était ministre de l'Outre-mer en France, ont signé les accords de juin
Dans ces accords, la France reconnaît la vocation des Comores à accéder à l'indépendance dans sa globalité et dans son unité. Et à partir de 1973, on va signer au même moment en 1974, le 23 novembre 1974, on signe on vote une loi en France. C'est cette loi qui appelle à la consultation de la population des Comores au début, et on dit après des populations des Comores. Le plus souvent, certains disent c'est parce qu'on a dit nous allons consulter les populations des Comores. J'en connais des gens ici qui parlent du territoire de Périgueux, du territoire de Nanterre, du territoire, etc. Ces gens-là ne vont pas nous dire que ces territoires n'appartiennent pas à la France. Et il y a eu cette consultation le 22 décembre 1974. On a consulté la population des Comores. Même si dans le référendum c'était marqué référendum des populations des Comores, mais la question ne souffrait d'aucune ombre. La question posée à l'ensemble des Comoriens le 22 décembre 1974, c'était celle-ci. Souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant? Il n'a jamais été question de demander à chaque île de choisir son statut. Il faut que ça soit clair, et à chaque fois que vous entendrez quelqu'un dire une connerie ou une fadaise de ce genre, il faudra lui dire de revenir sur les archives. Elles sont accessibles à tout le monde. Il suffit d'écrire sur Google ou sur Légifrance la loi du 23 novembre 1974 au Comores, et vous verrez la loi dans le journal officiel. La seule chose qui a été dite dans cette loi, c'était que la commission en charge de rassembler les résultats vont non seulement les rassembler, mais ils vont les mettre selon bureau par bureau et circonscription par circonscription. Et le 22 décembre 1974, les Comoriens ont été consultés et l'ensemble de la population comorienne a répondu un oui massif. 94,56% de oui. Oui à l'indépendance. Il se trouve que dans ce résultat, parce que le rôle de l'historien, ce n'est pas de caresser dans le sens du poil certaines personnes, le rôle de l'historien, c'est de dire la vérité historique. Il se trouve que pendant cette consultation, de l'autre côté de Mayotte, il y a eu un non qui a été beaucoup plus supérieur au oui à l'indépendance. Dans un contexte extrêmement tendu. Je le rappelle parce que souvent on ne le dit pas. Il y a eu des douleurs pendant ces moments. Pendant ce processus d'indépendance, on a perdu des Comoriens. Il y a la regrettée Zaki Amadi qui est mort à Mayotte le 13 octobre 1969. Pourquoi elle est morte ce jour-là? Parce que tout simplement, l'État comorien, après avoir constaté que l'ancien député Marcel Henry, ou sénateur Marcel Henry, a changé Kazakh, il défend la départementalisation contre l'indépendance comorienne, le gouvernement comorien a changé Marcel Henry, qui était le représentant des Comores au Conseil d'État, au Conseil économique à Paris, en nommant un autre Mahorais, mais les femmes mahoraises qu'on appelle les chatouilleuses ne voulaient pas que ce monsieur parte. Ils ont voulu le faire noyer ou le faire tous les primates possibles. Et c'est à ce moment-là que la gendarmerie française a refusé d'intervenir pour sauver ce représentant. Et la garde comorienne était obligée de s'interposer. Et dans ce cafouillage-là, cette dame est tombée et elle a fait une hémorragie. À Mayotte, on dit que c'est les Comoriens qui l'ont tuée. La seule chose que je demande aux Mahorais, je sais en tant qu'historien que l'autopsie a été faite par des médecins de Tourcoing. Et l'autopsie est dans les archives de Mayotte. Comment se fait-il que, depuis ce moment, les archives mahoraises ne communiquent pas l'autopsie alors que la législation française l'autorise à partir de 25 ans, depuis le décès de la personne? Si jamais il y avait une vérité par rapport à ça, et pourquoi l'autopsie n'est pas rendue publique? C'est aussi ces genres de mensonges que nous sommes en train de lutter par rapport à cette question-là. En 73, le 13 février 1973, un Mahorais qui s'appelle Setou a tué un enfant mahorais au nom de l'indépendance des Comores. Donc ceux qui vous disent qu'à Mayotte, 100% des gens ne voulaient pas d'indépendance, il y a eu des Mahorais qui ont tué d'autres Mahorais ce jour-là. Mais vous n'entendrez jamais parler de ce garçon, parce qu'en parlant de ce garçon, ça met une tâche dans le roman national mensonger qu'on est en train d'écrire, parce que ça démontrera qu'un Mahorais a voulu défendre l'indépendance des Comores jusqu'au point d'en finir avec la vie de notre. C'est regrettable. Mais tout ça, ça s'appelle c'est de l'histoire. On peut regretter les événements de l'histoire, mais ça, c'est la vérité historique. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ce cafouillage avec la France?
On a fait cette consultation. Les lobbies français, sous le gîte de Pierre Messmer, ont voulu manipuler le vote et ils ont demandé à ce qu'il y ait une autre loi qui sera votée à l'Assemblée nationale de juin 1975. Et le 3 juillet 1975, l'Assemblée nationale française a voté une nouvelle loi. Cette loi disait ceci: les Comoriens ont été consultés par la loi du 23 novembre 1974. Ils ont répondu massivement oui à l'indépendance. Mais le Parlement français a voulu consulter, a dit: nous allons consulter encore les Comoriens, mais cette fois-ci c'est ce qu'on appelle la loi du 3 juillet 1975. J'invite tout le monde à aller consulter ces lois, ils sont accessibles sur Légifrance. Parce que nous, en tant qu'historiens comoriens, quand on avance, quand on parle de ce sujet, c'est aussi important de rappeler que les faits sont là et où il faut aller chercher ces faits. On aimerait bien qu'on soit contredit par d'autres historiens, mais sur la base des faits historiques. Pas en montant des mensonges et en racontant des choses. Donc, c'est en ce moment-là que lorsque la France a voulu faire changer, c'est-à-dire que les Comoriens ont choisi, mais cette fois-ci on dit non, nous allons vous reconsulter cette fois-ci. Mais avec l'obligation de consulter île par île et que le résultat sera apprécié en fonction de ce que chaque île a choisi. Ahmed Abdallah a dit non, vous n'allez pas nous le faire cette fois-ci. Et à celles de ceux qui souvent disent non, Ahmed Abdallah s'est précipité pour aller aux Comores, déclarer l'indépendance qu'on n'était pas préparé, non. Et je remercie Ahmed Abdallah. Et je remercie l'ensemble des élus comoriens qui ont remarqué le piège. Parce que si jamais Ahmed Abdallah n'avait pas déclaré l'indépendance unilatérale ce jour-là, le 6 juillet, il n'y aurait même pas des Comores. Il y aurait un Anjouan, la Grande Comore, etc., etc. Et Ahmed Abdallah est parti aux Comores. Les Comoriens de cette époque, ils étaient conscients de l'enjeu. Ils ont voté massivement pour l'indépendance des Comores le 6 juillet 1975. Et lorsqu'on a voté, la France a reconnu l'indépendance des Comores sur les 3 îles. Il n'a pas intégré Mayotte, ce qui est injuste. Mais comme les Nations Unies, parce que la France était embarrassée, je vais finir par là. La France était tellement embarrassée, quand vous regardez les archives, je vais vous en citer 3 archives. La France était tellement embarrassée que, avant de reconnaître, parce que les Comoriens, une fois que l'indépendance est proclamée, malheureusement 28 jours après l'indépendance, il y a eu le coup d'état d'Alisoli le 3 août 1975. 28 jours après l'indépendance. Mais, malgré le coup d'état, le processus a suivi parce que les Comores ont demandé leur adhésion au niveau des Nations Unies. Et comme vous le savez, c'est très important cette phase. N'importe quel pays qui va accéder à la reconnaissance internationale, ce dossier passe au préalable au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et au Conseil de sécurité, il y a 5 États qui siègent. La France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine et la Russie. Ça veut dire que si un État ne souhaite pas qu'il ait une reconnaissance, il bloque en votant, en mettant son veto. La question est celle-ci. Pourquoi le 17 octobre 1975, la France n'a pas mis son veto? Pour la première fois de l'histoire, le pays qui dispose d'un veto, il n'a pas voté. Quand on dit que tu es permanent, tu ne peux pas être absent. Tu dois être là. La France n'a pas bloqué le processus. Ce qui veut dire que le Conseil de sécurité a reconnu la vocation des Comores à aller en assemblée plénière pour que l'adhésion soit reconnue. Et cette adhésion est reconnue massivement. Parce qu'il y a une résolution qui s'appelle, c'est la résolution 3385 de 12 novembre, reconnaît les Comores comme étant une entité juridique de droit international et souveraine composée de 4 îles, Mayotte, Anjouan, Moélie et la Grande Comore. Enfin, la France a refusé de quitter Mayotte. La France a occupé illégalement Mayotte. Plusieurs résolutions des Nations Unies ont condamné la France. 14 jusqu'en 1994. 14 résolutions. Et le 6 février 1975, le Conseil de sécurité avait émis la possibilité d'une résolution, cette fois-ci contraignante, qui va obliger les Nations Unies d'engager des militaires pour aller faire respecter le droit. C'est ce jour-là, le 6 février, que la France a utilisé son veto sur le cas de Mayotte, et c'est le seul veto français sans le soutien des alliés français. Quand vous savez que la France a mis un veto sans les alliés, ça veut dire ce que ça veut dire. Et voilà,
J'en termine là-dessus pour vous dire que l'occupation illégale de la France à Mayotte, c'est une injustice faite au droit international et aux Comores. Dans un contexte comme aujourd'hui, et la schizophrénie de l'Union européenne nous pose problème. L'Union européenne, l'ensemble des États européens ont reconnu l'État comorien. L'ensemble, ils ont reconnu l'État comorien. Mais en 2014, pendant que nous, Européens, nous, Français, nous condamnons avec justement l'agression criminelle de la Russie en Ukraine, l'Union européenne, en ce moment-là, a fait un acte de schizophrénie parce qu'il reconnaît Mayotte comme étant une zone ultra-périphérique de l'État français parce que Mayotte est devenu un département français. C'est une honte. C'est une honte pourquoi? C'est une honte parce que la Russie se sert de cette communication pour dire à la France de balayer devant sa porte quand la Russie agresse d'autres États. C'est surtout que j'ai voulu dire cela pour essayer de rétablir les faits historiques. Et encore une fois, nous proposons notre disponibilité à toutes celles et ceux qui veulent débattre sur les sujets comoriens un jour. On est là. La phase du processus de l'indépendance est là. Je vais terminer là-dessus. Il y aura mon ami qui interviendra sur le bilan. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de bilan, de débats sur le bilan. Mais là, c'était pour vous poser le processus. Merci.